Est-ce que vous savez ce qu'est un iceberg? Un iceberg, en tout cas le même iceberg quand on parle d'une œuvre de manière générale, est une image avec en fond un iceberg qui est divisé en différentes parties, chacune d'entre elles représentant une partie obscure de l'univers en question, où plus nous nous enfonçons, plus on peut y trouver des choses étranges ou méconnues. Toharu, bien évidemment, n'échappe pas à ce même. Si avec notre œil occidental on pourrait croire que l'œuvre ne serait pas assez connue pour avoir un iceberg bien fourni, détrompez-vous, étant donné que malgré une absence de popularité en Europe de l'Ouest, l'œuvre reste très populaire au Japon, en Amérique, et surtout en Chine en fait, où on a affaire aux plus gros fans de Reigen existants. Mais donc, oui, Toharu a bien un iceberg rien qu'à lui. Créé en 2020 et posté sur Reddit par des fans de la communauté anglophone, il contient des références, des blagues, des mèmes connus de la communauté, mais également des idées étranges, sombres, voire même glauquissimes parfois, pouvant remettre en perspective votre idée de l'œuvre. Beaucoup de secrets, de mystères, de légendes urbaines ou de théories encore inconnues du grand public ont été répertoriés, même si en réalité c'est quand même beaucoup de mèmes. Donc oui, ne vous attendez pas à une vidéo sombre comme la plupart des vidéos iceberg peuvent l'être. Sans plus attendre, c'est en ce dimanche après-midi, dans les profondeurs de la cité académique, que nous allons déclasser ces dossiers et voir en profondeur ce que recèle l'iceberg de Toharu, en commençant par le ciel. Évidemment, ça devait être la première entrée de l'iceberg. Dans la communauté de Toharu existe un débat vieux comme le monde. Quelle est la meilleure série, Index ou Reigen? La plupart des fans aiment se disputer sur le sujet, et parfois cela est allé un peu trop loin, surtout sur les réseaux sociaux anglophones. Mais toujours est-il qu'une majorité de fans préfèrent Reigen à Index de manière générale, sûrement dû à une meilleure adaptation ou à une animation moins vieillissante. Ou encore, comme une autre entrée nous le montre, au fait que les fans ont, en globalité, un plus grand attrait pour le côté scientifique que pour le côté magique. Et oui, dans notre culture actuelle, on est plus proche forcément de la science que de la magie et de la religion. Toujours est-il que le débat fait rage, et même si les goûts et les couleurs n'ont pas à être discutés, les gens aiment bien se chamailler pour des futilités. Kamikoto est le nom que l'on donne au ship entre Kamijo Toma et Mikoto Misaka. Voilà, ça ne va pas plus loin. De nombreux fans veulent voir un développement amoureux entre Toma et Mikoto, ce qui se comprend avec le point de vue bien plus présent de Mikoto dans Reigen. Même si, en étant réaliste, cela a quand même très peu de chances d'arriver. Encore une entrée très simple et rien de plus normal puisque nous sommes encore dans le ciel de l'iceberg. Une partie des fans voit certaines Magic Index comme un harem avec Toma en son centre. Et bien que certains arguments sont recevables, comme le trop plein de persos féminins ayant montré des signes d'affection pour Toma, ce n'est pas un harem au sens scénaristique du terme. Et non, l'histoire ne se focalise pas sur les relations polygyniques, c'est juste un élément très secondaire de l'histoire. Comme la plupart des gens le savent, mais pas tous, la deuxième partie de Reigen S, à savoir Silent Party, comportant tout l'arc avec Fébré, etc., n'est pas canon. Il a été inventé par l'équipe d'animation et est, à l'heure actuelle, le seul arc étant officiellement non canon. Cependant, là où même Reigen T a obstrué cet arc comme n'ayant jamais existé, l'équipe d'animation semble avoir oublié qu'il ne devrait pas utiliser de scènes venant de cet arc comme flashback et... l'ayant fait, certains pensent que l'arc est quand même canon. Dans tous les cas, Silent Party n'apparaît ni dans l'œuvre officielle ni dans les mangas, et a été même décanonisé par l'équipe d'animation. Mais pour le cas de pourquoi Silent Party n'est réellement pas canon et toutes les implications que ça offre, ne vous inquiétez pas car ça devrait être la prochaine vidéo. Accelerator, durant toute la série jusqu'à sa dernière apparition à l'écran, nous a montré un lien étroit qu'il semble posséder avec l'image qu'on se fait d'un ange. Entre des ailes très étranges qui peuvent faire les calculs annexes de son pouvoir, ce qui le dispense du Misaka Network, un langage cryptique semblable à celui des anges du christianisme, voire même un halo de lumière sur sa tête. Ainsi, les fans se demandent, Accelerator aurait-il des pouvoirs angéliques? Et si oui, d'où viennent-ils? Même si Accelerator ne remplit pas les conditions connues pour être un ange, on ignore d'où vient ce pouvoir. Le véritable pouvoir d'Accelerator serait celui d'un ange? Une partie de l'ange artificiel Fuse Kazakiri aurait affecté Accelerator lors de l'événement du 30 septembre puisqu'il était connecté au réseau Misaka? Ses ailes seraient-ils une représentation de sa psyché? Des sortes de vecteurs imaginaires qui représentent son équilibre mental? Ou alors il y aurait quelque chose de plus profond et secret concernant le fonctionnement des ESPR? Tant de questions que les fans se posent. Mais après, est-ce si choquant de faire des découvertes étranges au sujet des anges, des ESPR, quand nous savons que la science peut créer un ange artificiel à partir de leur champ d'EIM? Les saints, pour rappel, sont des magiciens ayant une partie de leur corps similaire à celui de Jésus-Christ, leur procurant, en plus d'une chance inimaginable, des talents dans quasiment tous les domaines, et notamment une vitesse supersonique et une force surhumaine. Mikoto nous a montré durant son parcours dans l'anime d'excellentes compétences, semblables à ce que l'on pourrait voir dans Magical Index concernant les saints. Mais en réalité non, l'anime, et je pense surtout à là le combat contre Misha et Kanzaki, ne rend clairement pas grâce à ce que sont réellement les saints. Mais même malgré ça, durant son combat contre Brunhilde, elle arrivait à tenir. Brunhilde ou Brunhilde, peu importe comment vous préférez le dire, malgré
malgré qu'il y ait eu beaucoup de conditions dans cette bataille et que Mikoto ne tenait en réalité pas vraiment tête à Brunhild, certains pensent qu'avec le AAA ou en ascension vers le niveau 6, un combat intéressant pourrait avoir lieu, même si, personnellement, je vois pas comment c'est possible avec la réelle vitesse que peut avoir un saint. Ceci est une anecdote plutôt connue, mais pourtant certains se posent la question. Pourquoi la série s'appelle Index? Étrange, vu qu'elle n'est quasiment plus au devant de la scène. Elle a surtout un rôle de soutien et n'a pas plus d'importance que ça une fois son arc terminé. Eh bien, il faut savoir qu'à la base, Kamachi comptait changer le nom une fois l'arc Index terminé. Donc le premier, oui. Mais puisque son éditeur n'a pas voulu, il a dû faire avec. Et en même temps, c'est normal, ce serait galère si ta série changeait de nom à chaque fois que tu changes d'arc. Surtout quand c'est la suite directe du dernier arc, comment on fait pour savoir lequel est lequel. Pour ajouter une information supplémentaire, Kamachi voulait également changer de nom une fois les 23 tomes de Index ont été terminés, mais avec encore un refus de l'éditeur, a dû appeler la suite de sa série Index New Testament pour signifier la nouveauté sans enlever le nom d'Index. Qui, même s'il n'a plus réellement d'utilité, est le nom fédérateur de la licence, c'est l'image de marque. Ah, le ciel évidemment, des sujets simples, efficaces, rapides, légers, ça ce n'était que le ciel. Commençons maintenant à rentrer dans l'iceberg, à sa surface plus exactement, là où les fans qui aiment réfléchir arrivent en premier. Mettez vos meilleures chaussures d'hiver car il va commencer à faire froid. Observons la surface de l'iceberg avec, en premier, en réalité, lui, il aurait complètement pu être dans le ciel, tant c'est un mème connu. Donc, très classique et assez connu, même si, en réalité, les personnes qui ne vont pas parler avec d'autres personnes de Toaru sur internet ne vont probablement pas la connaître. Certains fans pensent que Aogami Pierce, le célèbre ami de Thomas et fan de Lolicon d'ailleurs, est en réalité le 6ème niveau 5, celui dont personne ne connaît la vraie identité. Pour se prouver, cette théorie qui avait commencé comme une blague a plusieurs arguments, allant des plus débiles à parfois certains qui peuvent faire douter. Certains penseront évidemment du moment où Thomas citera Aogami avec Mikoto, dans les personnes importantes de la cité académique. Cette théorie reste néanmoins très populaire sur le net, étant donné que nous ne savons toujours pas à l'heure actuelle l'identité du numéro 6. D'autant plus qu'il n'aide pas, car en plus de donner son identité à d'autres personnes, il semblerait que son pouvoir nous ait été révélé très récemment et semble assez bizarre. Bref, un vrai mystère ce numéro 6. Kiyama pourrait bientôt sortir de prison. Comment ça? Elle est toujours en prison? En fait, il faut savoir que dans le manga, Kiyama est toujours en prison. L'arc Poltergeist n'étant canon qu'à l'animé et pas au manga qui fait valeur de référence dans la canonicité, tout ce qui s'est passé n'est techniquement jamais arrivé, et Kiyama devrait être encore en prison et les enfants devraient toujours, dans la plus grande tristesse, être dans le coma. Nous rappelant éternellement les malheurs de la science pour les avancées technologiques, et le prix qu'elles ont. Mais on voit Harué dans une illustration de NT1. Donc c'est canon, et Kiyama est hors de prison maintenant, let's go! Sinon l'entrée s'appelle ainsi car du temps de l'iceberg, l'éditeur du manga avait donné l'idée sur Twitter de vouloir faire revenir Kiyama, mais ce n'est jamais arrivé. Certaines personnes ont remarqué que lui se ressemblent un peu beaucoup. Rien de plus, les chara-designs sont juste pas forcément très variés. On va passer ça très vite, mais c'est juste la relation imaginaire entre Thomas et Accelerator. Avec Kami pour Kamijo toujours, et Ichi, signifiant 1 en japonais, pour désigner le numéro 1 de la cité académique, Accelerator. Mais bon, après les ship yaoi qui n'ont pas lieu d'être dans une œuvre, c'est pas nouveau, hein. L'ordre chronologique a parfois été compliqué à comprendre, et bien qu'il ne soit en réalité pas si complexe, certains prônent toujours évidemment une timeline mieux qu'une autre. Dans quel ordre il vaut mieux regarder les animés, certains prônant avoir la meilleure liste possible. Comme je l'ai dit, déjà dit et redirai, faites comme vous le sentez, en réalité tant que vous comprenez l'œuvre, on s'en fout. Durant la Troisième Guerre mondiale, souvenez-vous, Aqua va accumuler le télesma de l'archange Gabriel dans son propre corps pour l'affaiblir de 50%, permettant donc à Accelerator et Fusukazakiri de la combattre plus efficacement. Sauf que, pour rappel, le télesma est extrêmement toxique pour un être humain. En concentrer autant dans son corps aurait été nettement suffisant pour que n'importe qui meure. Mais ça n'a pas été le cas de Aqua qui a survécu, mais qui en parallèle a perdu sa nature sainte et son attribut de la Vierge Marie. Personnellement, je pense qu'il a survécu justement parce que c'est une sorte de super saint. Il est beaucoup plus proche d'un ange ou de Dieu que d'un humain, donc c'est pas forcément étonnant qu'il ait survécu. Mais certains disent quand même qu'avec ce trop plein de télesma, il aurait clairement dû mourir. À vous d'en juger. Bon, pas grand chose à dire en fait. Les schémas parlent d'eux-mêmes, certains voient des similarités entre Shiro, le héros de Fate Stay Night, et Thomas. Et même si leurs différences sont nettement plus grandes que leurs ressemblances, il est vrai qu'ils ont clairement plusieurs traits de caractère typiques du héros qui aide son entourage. J'aimerais surtout voir un jour ce que ça donnerait s'ils devaient se rencontrer. Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo anecdote, mais plusieurs personnages de l'œuvre ont à la fois un thème qui leur est attribué, genre par exemple le thème d'Uyaru, c'est ça.
Mais également le fait que plusieurs des seiyuu, donc les comédiens de doublage interprétant les personnages, ont une chanson à propos de leur personnage qu'ils chantent. Genre, je vous ai fait écouter la musique de Kuroko qui est splendide, mais par exemple, voici celle d'Accelerator. Et il y en a pour beaucoup de personnages, dont Thomas, allez écouter ça. Amazura est un level 0 pur. Il n'a aucun pouvoir, il n'a quasiment aucune capacité spéciale, si ce n'est qu'il sait à peu près se battre au corps à corps et qu'il sait manier une arme à feu. Mais sinon, il reste un humain totalement normal qui a survécu 3 fois dans une confrontation contre un niveau 5. 3 fois. Mais le pire, ce n'est pas simplement qu'il ait réussi à fuir Mugino, mais le fait qu'il l'ait battu. Par sa seule force d'esprit, et aussi par le fait que Mugino était un peu taré, il a réussi à la vaincre. Donc si quelqu'un de l'Akabi de Amazura peut vraiment réussir à vaincre une niveau 5, techniquement, ça le peut aussi, non? C'est une réflexion débile, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt marrant de se poser la question. Ah, c'était sympa cette surface, hein. Un peu rapide j'ai trouvé, mais en même temps les choses vont assez vite quand on est en hauteur. Mais que se passe-t-il si on commence à plonger? Vous savez, l'eau est belle, assez bleue, voyons donc voir ce qu'elle nous recèle, ces eaux claires. Après tout, qui sait ce que l'on pourrait découvrir? Le père de Thomas, donc Toya Kamijo, a souvent été montré comme ayant visiblement le même problème que son fils pour attirer les femmes. En plus d'avoir eu des regards assez insinueux à l'égard de la mère de Mikoto, sa propre femme en parlera comme quelque chose qui est déjà arrivé par le passé. Si tel père tel fils, est-ce que Toya était un ancien protagoniste de harem? Et est-ce que finalement c'est un héros converti qui a eu son harem et qui a choisi une de ses femmes? Encore une fois c'est débile mais c'est vrai que c'est plutôt marrant comme réflexion. Souvenez-vous, l'arc Deep Blood. On apprend l'existence de Himegami, une gemstone, donc une espère naturelle qui a le pouvoir de tuer les vampires grâce à son sang. Aureolus Izard voulait l'utiliser pour attirer des vampires et en récupérer un, pour transformer Index en vampire et régler tous ses problèmes de mémoire. Mais la question est la suivante, est-ce que les vampires sont réels? Himegami a définitivement un pouvoir. Son pouvoir était en cours d'études dans la cité académique, et une fois que son pouvoir a été scellé par l'église marchande, elle a été virée de son école. Donc il y avait définitivement quelque chose, et c'est probablement vrai que du coup l'histoire du Deep Blood est vraie. Elle a sûrement un sang qui permet de tuer les vampires. Mais fatalement, nous n'avons vu aucun vampire. Peut-être même qu'en réalité, elle a tué les derniers vampires qui existaient. Je vous renvoie à la vidéo sur Deep Blood, mais globalement si tout son village avait été transformé en vampire, c'était parce que le vampire qui y vivait avait peur de Himegami, et il voulait simplement se constituer une armée pour la combattre. Hélas, en vain. Si donc c'était le dernier vampire existant, elle a bien éradiqué tous les vampires. Donc, bah dommage pour eux. Okaze Junko, la seconde membre de la clique de Misaki Shokuo, a plusieurs fois été montrée dans une position où on pourrait croire qu'elle ressent des sentiments homosexuels, notamment envers Misaki. Que ce soit dans Astral Buddy ou même tout récemment Mental Out, on sent une petite tension Yuri dans le texte et l'image. Donc la communauté se le demande, hein, qui sait, peut-être elle est vraiment lesbienne ou bi. L'arc World Projector nous introduit Kamisato Kakeru, un personnage qui est un peu une sorte d'opposition à Thomas, avec son propre pouvoir dans la main droite et surtout son propre harem. Un harem qui, je le rappelle, il a fait en quelques jours. Il a réuni plus de 100 femmes en quelques jours. Le truc c'est que lui, face à son harem, il est totalement au courant de ce qui se passe, il est totalement au courant qu'elles sont toutes amoureuses de lui, mais pour autant, ça ne l'intéresse pas. En fait, il est même dégoûté par rapport à ça. Il a l'impression qu'elles sont toutes attirées par lui à cause de son pouvoir. Et quand on y pense, si ça devait arriver dans la réalité, avoir un harem de filles qui te suit partout et qui sont toutes amoureuses de toi, ça fait vraiment bizarre, hein. Kamisato, lui, le vit, et le vit pas forcément très bien. Ainsi, dans sa manière d'aborder le sujet, et même dans tout l'arc en fait, on a l'impression que cet arc est là pour déconstruire le genre harem, qui est un genre qui est ma foi assez populaire, surtout dans les light novels, et je rajouterais même personnellement qu'avec le fait qu'il est arrivé de nulle part comme ça, qu'il a été introduit dans le monde de la magie entièrement comme ça, s'il venait d'un autre monde, ça aurait même été une déconstruction assez intéressante du genre isekai. Mais je m'égare, reste-t-il que l'arc a pour beaucoup des points positifs dans sa manière dont il est géré, mais des points négatifs par rapport à sa longueur et son écriture. Le projet Level 6 Shift. Faire en sorte que Accelerator tue 10 000 clones pour pouvoir atteindre le niveau 6. Certains pensent que le projet était voué à rater, parce que quand on y pense, ça a vachement servi à Lister. Et oui, car avec les sisters qui ne sont pas mortes, il a pu construire le Misaka Network, envoyer les sisters partout dans le monde, augmenter la zone d'influence des champs des IM, activer Fuse Kazakiri, faire en sorte que Aiwas puisse rester sur Terre, pouvoir peut-être utiliser le district imaginaire pour pouvoir couper la magie, bref, énormément de choses. Et puisque Alistair semble avoir prévu beaucoup de choses, peut-être qu'il avait prévu que Thomas allait faire rater le plan. Ça, c'est l'hypothèse que j'aurais donnée si j'avais pas lu le roman, parce que en effet, il le dit bien que le plan était voué à être raté. Donc oui, le projet était voué à l'échec, parce que Alistair n'en a que faire d'un niveau 6. En tout cas, pour ce qu'on en sait.
Otinous aurait dû mourir. Pour certains, c'est une évidence, pensant que si Otinous était morte dans NT10, l'impact aurait été beaucoup plus grand. D'autant que pour certains, elle n'a rien fait pour se faire pardonner ce qu'elle a fait. D'un point de vue intradégétique, donc dans l'œuvre en elle-même, sa survie semble assez bizarre, mais quand on pense à vraiment comment marche le sort Turn into Ophiri, eh ben c'est entièrement logique. Il n'y avait pas de réelle raison pour Otinous de mourir. C'est un peu le même cas que Aqua, et dans les deux cas personnellement, je pense pas que ce soit réellement nécessaire. Même si ça aurait été intéressant, d'un point de vue psychologique pour Thomas, de vivre ça. L'ordre des niveaux 5 est défini par plusieurs critères, évidemment le plus important étant l'importance pour Aleister Crowley. Il a un plan de prévu, et les niveaux 5 ont leur rôle à jouer. Accelerator, lui, est très utile pour les plans d'Aleister, et Kakine en est son second plan. S'il y a un problème avec Accelerator, eh bien il y aura toujours Kakine pour le remplacer. Et, puisque du coup Kakine est le plan de secours, est-ce que Mugino, qui a un pouvoir similaire à celui de Mikoto, est le plan de secours de Mikoto? Les deux sont des électromasters, elles peuvent manipuler l'électricité. Bien que l'utilisation de leur pouvoir est extrêmement différente, la source est la même, et d'un point de vue purement théorique, il serait sûrement possible de faire un réseau Mugino. Donc peut-être qu'elle est là dans le cas où le réseau Misaka devait être perdu et que Mikoto disparaissait. Ce qui est, il faut le dire, très logique. Dans NT2, sorti en 2011, Itsuwa, dans un moment de comédie où elle frappe Tatemiya, le leader du groupe Amakusa, prend un moment une vraie épée et le frappe de ce qu'on sait. Après ça, elle ne réapparaîtra pas avant un long moment, NT21 pour être précis, sorti en 2018. Soit 7 ans de publication plus tard. Pendant ces 7 longues années, l'absence d'Itsuwa dans les 19 volumes qui ont suivi a fait naître la théorie qu'elle était peut-être en prison depuis tout ce temps, après avoir fait une tentative d'homicide sur Tatemiya. Même si en réalité c'était plus une blague pour justifier son absence parce que pendant 19 volumes, elle n'est plus là. Alors, les gens trouvent bizarre qu'une fille de 14 ans ait une telle poitrine. Mais bah déjà ça existe, hein, c'est pas tant irréaliste que ça. Et ensuite ça a été semblerait-il confirmé par Aimura que non, sa croissance est naturelle. Qu'il faut l'accepter, ça fait partie des choses qui sont un peu irréalistes dans le monde de Toharu. C'est important de créer des contrastes et on va dire que ça en fait partie. Même si en réalité c'est pas quelque chose de si bizarre que ça. Mais d'un point de vue purement technique, en stimulant par exemple les oestrogènes, elle pourrait effectivement participer au développement du corps. Et on sait qu'elle peut utiliser mental out sur elle-même. Mais dans ce cas précis, non, c'est pas le cas. Eh, vous avez vu, les eaux claires, c'était pas si mal que ça. Et si on descendait juste un tout petit peu maintenant, histoire de, voyons, rien de grave. On va pas non plus très loin de la surface, on va simplement dans les eaux troubles. Là où, personnellement, certains ne pourraient peut-être pas en ressortir. Tout ce qu'il faut, c'est bien s'accrocher, n'est-ce pas ? Il est pensé par certains que Aoreolus est en réalité mort et que Steel a menti à Thomas pour qu'il se sente bien. Fin de l'arc Deep Blood. Steel est au chevet de Thomas qui est à l'hôpital et lui explique qu'il a modifié la figure de Aoreolus. Ayant perdu toute sa mémoire une fois croqué par le dragon de Thomas, il est devenu entre guillemets une toute nouvelle personne et ne serait plus un danger. Certains pensent que Aoreolus est en réalité mort et que Steel a menti à Thomas pour qu'il se sente bien moralement. Est-ce que Steel Magnus laisserait en réalité quelqu'un comme Izard en liberté avec ce qu'il a fait, en plus du fait qu'il avait été envoyé pour le tuer? D'autant que dans l'anime, certes il lui dit simplement qu'il a modifié sa figure. Cependant, dans le roman, les choses sont assez différentes. Steel explique d'abord qu'il l'a tué, il lui dit les raisons du pourquoi il l'a tué, et surtout il en parle comme d'une évidence. Mais après, il se corrigera, en disant que non, il ne l'a pas réellement tué comme il l'entend, mais puisqu'il a plus de mémoire et plus la même tête, on peut dire qu'il est mort, non? Après tout, c'est à peu près pareil, n'est-ce pas Thomas? Ouais, le dialogue est vraiment bizarre, et on pourrait vraiment croire qu'il l'a tué et qu'il est simplement en train de mentir à Thomas. Personnellement, je ne saurais même pas quoi en penser, c'est vrai que c'est assez bizarre la façon dont c'est amené. Même si je pense que la narration est surtout là pour nous piéger, si c'est pas le cas, c'est très étrange. Accelerator aurait divisé la Russie en deux. Alors, non. C'est un problème de traduction à la sortie des spoilers de OT20 disant que Accelerator aurait littéralement coupé la Russie en deux. Alors que en réalité c'était une erreur de traduction assez énorme du fait que Accelerator avait vaincu Misaka Wurst. Mais donc il a pas coupé la Russie en deux. Ah, la traduction c'est important, hein. Alors, dans les faits, à part que c'est un format différent que l'on pourrait très simplifier en phases internes et personnelles que sont les ESPR et phases externes et impersonnelles donc communes qu'utilisent les mages, et en sachant dans NT17 et NT18 que en fait les ESPR utilisent une sorte de téléma, il est très simple de comprendre que les ESPR ne sont que des sortes de magiciens. Ou en tout cas que oui, les pouvoirs de ESPR sont une forme de magie. Mais en même temps, est-ce réellement surprenant sachant que la magie est née des premiers ESPR, les Gemstones, car ils étaient jaloux d'eux? Tout est assez clair sur le fait que la magie et les pouvoirs de ESPR sont une seule et même chose. Et Luca le dira elle-même qu'on pourrait les regrouper dans une sorte de gros ensemble, un peu comme si on faisait une théorie unifiée de la manipulation de la réalité. Les formats sont en effet très différents, mais quelque part c'est un peu les deux faces d'une même pièce.
Ah, ça c'est une entrée que j'aime beaucoup. C'est révélé dans NT18 que Anti-Skill, vous savez ce qui sert de police, a été designé spécifiquement pour être mal fait. C'est-à-dire qu'en plus d'être généralement peu utile contre des ESPR, ce qu'on pourrait s'expliquer simplement par le fait que les ESPR sont tout nouveaux, enfin, ça reste à prouver, le but est en réalité que Anti-Skill ne soit pas si efficace que ça et puisse permettre l'émergence de bagarres en tout lieu dans la cité, pour que Imagine Breaker s'entraîne et augmente en puissance. Car après tout, ce n'est pas juste Anti-Skill qui a été designé pour être raté, mais bien toute la cité académique qui a été spécifiquement faite pour Imagine Breaker, pour Thomas, pour son développement. Donc oui, la police nationale de la cité académique est faite pour mal faire son travail. Cet iceberg date de 2020 pour rappel, et les gens de l'époque, qui étaient déjà à jour sur GT, trouvaient ça très bizarre de se dire que Anna serait plus forte que Aiwas. C'est vraiment étrange qu'un être aussi puissant se fasse si peu respecter. Une théorie aurait simplement émergé sur le fait que Aiwas ferait semblant d'être inférieur à Anna pour, comme toujours, s'amuser de ce que cela pourrait en résulter. Après tout, il a obéi à l'histoire dans ce but, juste s'amuser et voir où tout cela va aller. C'est un être clairement au-dessus du monde qui s'ennuyait et aime voir de l'action. Pas étonnant de penser alors qu'il ferait simplement semblant d'être inférieur à Anna. Alors là, grande théorie complètement barrée visant à expliquer pourquoi on est toujours dans NT9. Ça serait elle tire les ficelles. Elle peut tout créer, elle peut créer des gens, elle peut modifier la réalité. Peut-être qu'elle crée seulement une réalité en accord avec une histoire qu'elle veut faire vivre à Thomas. Peut-être qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, et que nous sommes toujours dans une de ces réalités modifiées. Étant plus proche d'un même que d'une vraie théorie, cette idée fout quand même froid dans le dos, hein. Index a fait plusieurs collaborations avec d'autres œuvres, et généralement la liaison des mondes est assez stupide, genre par exemple dans Durarara X Index, il y a une sorte de tunnel qui permet de relier ces mondes. Avec Eevee Object, qui est une autre œuvre de Kamachi, est-ce que ça ne pourrait pas simplement être une autre phase? Ce n'est pas simplement dû par le fait qu'il y a un crossover entre les deux, mais également par le fait que dans l'anime Accelerator, il lit le roman Eevee Object. Pour rappel, dans le monde de Toharu, à partir du moment où des gens croient en quelque chose, cela crée une phase de cette croyance. Donc techniquement, Eevee Object pourrait être une phase de Index, mais bon, rien de plus, c'est juste en même. Alors par contre, pourquoi causé par la 3ème guerre mondiale, j'en ai aucune idée. Le fait que certains disent que Thomas a tué Frenda ne fait pas référence au fait que Thomas aurait pu tuer d'une façon ou d'une autre durant l'arc Battle Royale Frenda. Non, simplement que dans NT9, Otinus, durant le Omega World, ressuscite des gens ayant été tués, dont Frenda. Puisque Thomas rejette ce monde pour revenir à son ancien, il retue Frenda une nouvelle fois. Donc oui, techniquement, Thomas a retué Frenda. Frenda qui n'aura donc été rela que durant la moitié d'un volume. Moitié, c'est marrant. Alors, c'était bien les eaux troubles. Désolé de vous le dire, mais maintenant qu'on a commencé à descendre, on va continuer. Ne perdons pas plus de temps et descendons dans les eaux sombres. Après tout, maintenant qu'on y est, autant vraiment plonger tout au fond. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le dragon a effacé la mémoire de Izard. C'est même confirmé par l'éditeur du manga que c'est un des pouvoirs qu'il avait. Cependant, il serait bizarre qu'après s'être fait manger de la sorte, Izard ait simplement perdu la mémoire sans autre séquelles. Je veux dire, re-regardez la scène. Est-ce qu'il est vraiment en vie après ça? J'ai pas vraiment plus de choses à rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Simplement, peut-être que ce n'est pas Steel qui a tué Izard, si on ne le sait pas. Peut-être que c'est simplement le dragon. À réfléchir. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il semblerait que Thomas et Misaka partagent des similarités avec les déités dans le Téléma. Entre les possibles ressemblances physiques, le fait que Hadith est connu pour être un destructeur d'illusions, le fait que Mikoto au niveau 5.3 ait tout un univers qui recouvre son corps, un peu comme c'est le cas pour Nui, et plein d'autres connexions font que plusieurs personnes y voient un rapprochement. Sachant que le Téléma est quelque chose d'extrêmement important et qu'il a beaucoup participé durant les recherches de Kamachi, on peut effectivement se poser la question du si c'est voulu ou pas. Et si c'est le cas, où est-ce qu'il veut aller avec ça? Pas mal de personnes ont remarqué qu'il y avait des similarités physiques entre Index et Aleister Crowley. Des cheveux argentés, des yeux verts, surtout qu'on ne connaît rien du passé de Index. À part une phrase prononcée par Aureolus comme quoi elle aurait des parents qu'elle les aurait oubliés, etc., etc. Finalement, on ne sait absolument rien du passé de Index. Mais le plus intéressant dans la théorie n'est pas simplement l'absence de connaissances sur le passé d'Index, mais surtout, où est passée la fille d'Aleister? Parce que, remise en contexte, on apprend que Laura Stuart est en réalité Coronzon, le fameux démon des abysses, mais qu'en réalité elle ne possède pas le corps de Lola Zaza Crowley. C'est un faux corps qu'elle a, elle ne possède pas littéralement la vraie. La vraie est sûrement quelque part en train de faire sa vie. Et c'est justement sur ce point que plusieurs fantiques
Est-ce qu'en réalité Index serait la fille d'Alistair? D'un point de vue chronologique, certes ça ne tiendrait pas forcément, mais étant donné que Index est littéralement décrite comme faisant plus jeune que son âge, peut-être simplement qu'elle vieillit beaucoup plus lentement. D'autant qu'on sait dans Toharu, de par le film et également par les propos de Nyang Nyang la Magic God, qu'il y a au moins une centaine d'aliments qui permettent de rendre immortel. Il doit peut-être sûrement y en avoir qui ralentissent le vieillissement. Qui sait, peut-être qu'en réalité nous savons déjà les origines d'Index et que nous nous sommes pas vraiment posé la question. Encore une entrée où beaucoup de parallèles peut être faits et il y en aura certainement plus tard des pareils que je ferai rapidement étant donné que c'est des sujets très vastes que peut-être un jour j'aborderai en vidéo dans des indexologies parce que c'est vraiment du domaine de magie très pointu, mais pour l'heure on va surtout faire des comparaisons assez simples. Mais il est vrai que entre Kakine et ses 6 ailes, Accélérator souvent associé à un ange, le fait que Michael soit l'ange qui justement ait vaincu Lucifer et les déchu, car pour rappel l'archange Michael est l'ange qui est assis à la droite de Dieu et en est donc son équivalent, d'autant que je le rappelle que dans Toharu les personnages ont ce qu'on appelle un épitaphe, ils ont une sorte de titre si je puis dire. Par exemple pour Thomas c'est celui qui purifie Dieu et tue les démons. Et bien pour Accélérator son épitaphe c'est celui qui détient le pouvoir de Dieu, exactement comme Michael, et pour Kakine celui qui a touché le territoire de Dieu, Lucifer ayant par le passé justement voulu détrôner Dieu. Et évidemment ce n'est pas tout, il y a d'autres parallèles à faire. Et malgré le fait que c'est une théorie encore une fois qui je pense est juste là pour nous montrer les parallèles qu'il y a entre la chrétienté et les personnages, ça n'a pas valeur à nous faire d'une histoire de réincarnation ou je ne sais quoi. Mais ça reste des parallèles assez intéressants à faire. Vous savez, parmi tous les spin-offs de certaines Magical Index, il y a ce qu'on appelle les parodies. Et parmi toutes les parodies existantes, il y a un volume qui s'appelle « Je ne veux pas de ce premier chapitre de certaines Magical Index » ou « Je ne veux pas de ce dernier chapitre ». En gros, l'idée c'est que Thomas et Mikoto, genre comme le 19 juillet, ils sont sur le pont. Et là, il y a Kanzaki qui les interrompt. Et après, ils sont en mode « Ah mais attends, est-ce que c'est le 19 juillet de cette année, l'année normale là, celle qu'on devait vivre? Ou alors c'est l'année d'après ?» Donc un an plus tard, parce que du coup si c'est un an plus tard, ça veut dire que c'est le dernier volume, parce que visiblement d'après Kamashi tout doit se dérouler en forcément un an, et du coup Thomas va se demander genre est-ce que du coup c'est le premier volume ou est-ce que c'est le dernier volume? Oui, ça n'a aucun sens. Et dedans on a Misaka 20002 qui est une Neko Girl, et donc Misaka 50020 qui est une Kemono Mimi, chien Misaka. Ouais parfois il y a des choses, faut pas trop se poser de questions. Parfois il y a des entrées dans l'iceberg qui n'ont aucun putain de sens et en fait je peux même pas genre donner plus de choses que ce qui a marqué en fait. Parce qu'en fait c'est juste un mème de la communauté, genre le fait que Virtual On soit canon. Et vu que j'ai pas joué au jeu, je peux pas relever des points spécifiques qui pourraient laisser penser que non là juste c'est un mème et c'est tout en fait. Ça fait partie de ces entrées que je sais pas si je devais laisser ou pas, mais je me suis dit tant qu'à faire l'iceberg, autant faire l'iceberg en entier. Donc voilà. Ah, en voilà une entrée bien plus intéressante. Est-ce que Kuroko devait être le protagoniste original de certaines scientifiques Reigen? En fait, pas vraiment, mais un peu quand même si on veut chipoter. Quand on a dit à Kamachi, yo mec, on a besoin du coup d'un spin-off sur certaines Magical Index, mais en gros ça se déroulerait uniquement dans la cité académique. Bah Kamachi, lui, avait commencé à écrire un scénario du coup sur Kuroko en tant que personnage principal. Et une fois qu'il lui envoyait un premier jet vraiment rapide de ce que pourrait être l'histoire, le producteur lui a simplement dit qu'en fait leur idée c'était que Mikoto soit le personnage principal. Pour faire simple, on lui a juste soufflé l'idée que pourrait y avoir un spin-off, il a commencé à en écrire un sans même avoir prévenu personne, et une fois que l'idée était vraiment à plat, bah c'était pas le personnage sur lequel il pensait, c'est tout en fait. Donc techniquement non, Kuroko ne devait pas être la protagoniste. Parce que quand on fait une histoire, surtout un spin-off d'une œuvre qui existe déjà, il n'y a pas que l'auteur qui décide, l'éditeur et le producteur ont leur mot à dire. Et là, entre autres, leur projet original était Mikoto parce que simplement les ventes s'en porteraient beaucoup mieux. Et il suffit de voir ce que c'est actuellement, là genre en Chine. Allez en Chine et vous allez voir à quel point ils sont fans de Reigen. Mais bref. Kuroko ne devait pas être officiellement le protagoniste original de Reigen, mais effectivement Kamachi l'avait envisagé tel quel à la toute base. Plutôt intéressant ma foi. Je pourrais simplement vous renvoyer à cette vidéo où j'en ai déjà parlé entièrement, mais pour rappel, l'académie individuelle est l'être qui pourra remplacer la cité académique entièrement, à savoir notre cher Riko national. Avec son pouvoir lui permettant de manipuler les réalités personnelles, elle pourrait simplement réécrire les réalités personnelles de n'importe qui, donner n'importe quel pouvoir de n'importe quel niveau à n'importe quel ESPR, retirer son pouvoir aux gens et même peut-être donner 2 pouvoirs de ESPR à quelqu'un. Et tout ça évidemment j'ai pas précisé, mais à distance, hein. C'est une perspective de monde vraiment terrifiante où Takitsubo aurait remplacé le pouvoir curriculum programme.
La parameter list, en réalité je me demande vraiment pourquoi c'est aussi bas dans l'iceberg, mais c'est vrai que ça fait partie des choses que beaucoup de personnes ont tout simplement oublié alors que c'est ultra intéressant. La parameter list c'est toute une base de données sur les ESPR, contenant des informations sur leur pouvoir, un peu comme la banque, mais également leur potentiel niveau. Car en réalité dans la cité académique, la façon dont on va développer un pouvoir d'ESPR n'est pas forcément comme vous le pensez. Ce n'est pas avec des cours et de la pratique que tout le monde a qu'on fait vraiment évoluer quelqu'un. Non, avec la parameter list on va comparer le potentiel niveau qu'il pourrait avoir, le potentiel degré de pouvoir qu'il pourrait obtenir, et l'intérêt surtout qu'on pourrait en avoir. Parce que quel intérêt il y aurait à avoir un niveau 5 par exemple qui fait de la pyrokinésie, alors que la pyrokinésie n'a littéralement aucun intérêt. Si on a par exemple un potentiel niveau 4 qui est capable de manipuler la gravité, d'un point de vue de la recherche ce serait super intéressant, donc on lui donnerait les moyens de développer son pouvoir. Et surtout beaucoup plus efficacement que le reste de la population. Tandis qu'un télékinésiste qui pourrait potentiellement atteindre le niveau 3, on en a rien à faire en fait. Donc on va lui donner le système classique et il va se débrouiller pour augmenter tout seul. Hein. Faut pas oublier que c'est une expérience scientifique géant et si t'es pas intéressant, et bah tu vas te faire foutre en fait. Alors, Roberto Katze, ou Roberto le chat, si on parlait allemand, dans le monde de Toaru, c'est le président des États-Unis. Et dans NT3, on en parle beaucoup comme une personne avec des tendances d'harcèlement sexuel. Disons qu'il dit simplement qu'il est comme il est, et que plusieurs fois durant le volume, on va le traiter d'harceleur. Donc, vive l'Amérique. Kemono Friends, c'est ça, un jeu mobile qui sera ensuite adapté en manga, et tout ça par Kadokawa. Un animé sortira et sera co-licencié par Crunchyroll, avec 2 saisons à son actif. Je n'ai pas exactement les détails, mais dans sa gestion de l'œuvre, Kadokawa a eu ce qu'on appelle un énorme drama. Et cet énorme drama a rapidement été éteint justement avec l'arrivée de Index 3, l'animé. Et avec la façon dont ça a été très rapidement annoncé juste après le drama, et le fait que Index 3 a, on peut le dire, des défauts de narration, hein, de par le fait qu'il a totalement rushé, on dirait que le truc il a été fait rapidement, bah certains se sont demandé est-ce que en fait Index 3 n'était pas sorti beaucoup plus tôt que prévu pour apaiser les tensions sur le sujet. Et oui, parce que du coup le directeur de Kemono Friends a été viré et bam, juste après Index 3 a été annoncé. Donc voilà simplement où se situe le même. Même si en réalité il semblerait que l'annonce de Index 3 ait été faite en conjonction avec Imaginary Fest, pour que ça sorte en même temps, du coup ça vient sûrement de là le fait que c'est sorti plus tôt que prévu. Et bah vous voyez, c'était pas si mal les eaux sombres. On n'a même pas encore touché le fond de l'iceberg. Tant qu'on voit de la terre, on voit de l'espoir, non? Allez, continuons à plonger, et voyons ce qu'il y a dans les eaux profondes. Regardez, on voit encore le bout de l'iceberg. Est-ce que chaque dragon que Thomas possède représenterait une différente phase? On sait que Image Breaker est en quelque sorte la cristallisation de toutes les phases, une sorte de point de sauvegarde du monde pour pouvoir tout restaurer. Et même si les dragons ne devraient techniquement pas être liés à Imagine Breaker, il semble bien étrange de remarquer que chaque dragon que possède Thomas, dont on a des informations dessus, a, semblerait-il, un lien spécifique avec une religion différente. Genre par exemple, est-ce que le dragon ange représenterait le christianisme? Et lui là, pourquoi extraterrestre? Si chaque dragon de Thomas devait représenter une phase, ça expliquerait pourquoi il en a autant. Parce que, pour rappel, il y a littéralement une infinité de phases. C'est une théorie qui peut aller très très loin et qui n'a pas réellement de pur fondement, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de remarquer ça. Alors, le téléma c'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez complexe, mais pour faire simple, dans la religion du téléma, il nous est montré que Coronzon, donc le fameux démon gardien des abysses et du Da'at, la sphère secrète du Sephiroth, est généralement plus associée en tant que la gardienne du Qliphos, là où Shugal est le gardien pareil des abysses, mais surtout du Sephiroth. C'est un peu une sorte de paire, vous voyez, l'un va toujours avec l'autre. Et là où c'est vrai qu'on a vu Coronzon, on n'a pas vu Shugal, nous. D'autant plus que Shugal est littéralement le dieu de la mort, et Thomas a souvent été associé au dieu de la pestilence, donc en quelque sorte le dieu qui répand la mort, dans son enfance, par le fait qu'il causait de la malchance à tout le monde autour de lui. Un jour on reparlera de l'enfance de Thomas, parce que c'est vraiment quelque chose de triste. Et si on considère que le rôle de Coronzon et de Shugal est d'empêcher les humains d'aller justement trop loin, on peut remarquer que effectivement c'est ce que Thomas a fait, il a empêché plusieurs personnes d'atteindre leur apothéose, et les a ramenés à leur condition de vulgaires humains. Donc qui sait, peut-être qu'il y a un parallèle à faire. Non. Vous savez, quand il y a une entrée, il n'y a pas plus d'explication que ce qui a marqué. Et entre autres, White Queen et Kyosuke, c'est du coup les personnages principaux de Blood Sign, un autre des light novels de Kamachi. Alors le pourquoi du comment un parallèle est fait entre ces personnages et les nôtres,
Alors en réalité c'est une idée plutôt marrante, mais certaines personnes ont été surprises de remarquer que quand il y avait des théories populaires qui circulaient, notamment sur 4chan concernant Toharu, et ben quelques volumes après on en parlait comme pour soit démystifier le sujet, soit pour le confirmer. Donc l'idée a émergé que peut-être Kamachi lisait des sites qui parlent de Toharu, parce que, et ben pourquoi pas finalement, hein, et ensuite il prend les idées, il vient en parler, il les explique ou alors il les démystifie au choix. Mais voilà, c'est plutôt marrant d'imaginer l'auteur se balader sur 4chan. Certaines scientifiques Raygun, l'arc Jailbreaker. Uyaru nous a montré une forme très particulière. Le principe est qu'elle manipule les AIM Jammers. C'est une technologie permettant de perturber la concentration d'un ESPer pour affaiblir son pouvoir, voire faire en sorte qu'il ne puisse quasiment pas l'utiliser. Uyaru va en quelque sorte réussir à hacker ces fameux AIM Jammers et à utiliser leur influence pour modifier son propre pouvoir, créant cette sorte de transformation. Dans les faits, ça a permis à Uyaru de détruire et de reconstruire son champ d'AIM et de perturber la connexion qu'avait le dragon avec la source de pouvoir. Vous savez, par rapport à Kimi, tout ça. Malgré ça, on a entrevu un pouvoir qu'on n'aurait jamais pensé voir, surtout venant de Uyaru. Et bien qu'il soit clair que ce n'était pas un niveau 6, peut-être que cela s'en rapprochait fortement, qu'il y a quelque chose à creuser dans tout ça et que ce n'était pas là pour rien. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un parallèle à faire entre un personnage de Toharu et un personnage de la Bible, mais il est vrai que Saint Pierre était connu pour avoir guéri des malades qui étaient par exemple paralysés et ne pouvaient plus marcher. Exactement ce qu'a fait Yvonne Counselor. En plus d'avoir réussi à soigner Accelerator d'une balle en pleine tête quand même si elle n'est pas entièrement touché son cerveau, ça avait quand même pas mal endommagé, il a pu soigner par exemple Sochitol qui avait perdu 2/3 de son corps, en les remplaçant par des parties mécanisées faisant d'elle un cyborg. Et si on considère que Saint Pierre est celui qui garde les portes du paradis et que Yvonne Counselor est celui qui empêche les gens d'aller au paradis, peut-être que son nom n'est pas tiré de nulle part. Mais bon, factuellement, non, ça ne peut pas être Saint-Pierre, je veux dire. La Croce di Pietro a bien été érigée sur la tombe de Saint-Pierre, et on sait d'autres trucs sur Saint-Pierre, hein. Par exemple, c'est lui qui a inventé la magie qui empêche aux gens de voler. Donc non, ce n'est pas Saint-Pierre lui-même. Mais encore une fois, c'est un parallèle intéressant. Comme je l'ai dit dans une entrée précédente, les pouvoirs de Esper sont semblables à de la magie télémique. Le principe de réalité personnelle semble être inspiré de celui de la vraie volonté, du true will. Le principe étant d'atteindre un stade où en fait la magie pourra se faire sans qu'il y ait d'autre chose que la propre volonté humaine, la puissance de l'esprit si on veut. Et dans son fonctionnement, dans le fait que la cité académique est littéralement un temple énorme de Téléma, et juste le fait que c'est la religion créée par l'histoire Crowley, oui, on peut facilement supposer que les pouvoirs de Esper sont en réalité une forme de Téléma, ou tout du moins que l'inspiration pour leur création vient directement de là. Revenons au passé d'Index. Il est effectivement inconnu, on ne sait rien de son passé et le fait qu'elle ait perdu la mémoire chaque année n'a clairement pas aidé. Dans OT5, on apprend effectivement que Index est né et a été élevé dans la cathédrale de Saint-Georges, mais factuellement, qu'est-ce qui fait que cela pourrait être vrai? Parce que l'église est connue pour avoir fortement menti à Index, peut-être que ceci est également un mensonge. Index est un être assez à part, je veux dire, elle a la mémoire parfaite. Elle a été choisie comme réceptacle pour les 103 000 grimoires. Et grâce à la magie de l'église, semblerait-il, elle ne peut pas être affectée par le poison des grimoires. Peut-être que le fait qu'elle soit littéralement le réceptacle parfait pour garder les grimoires en tête n'est pas anodin. Il y a un monde où peut-être que Index n'est pas humaine et simplement une homoncule qui a été faite spécifiquement pour pouvoir maintenir les 103 000 grimoires dans sa tête. Qui sait, après tout, on ne connaît pas jusqu'où vont les mensonges de l'église. Alors, techniquement. Non mais je veux dire, pour rappel, l'Angel Fall a amené l'archange Gabriel sur Terre dans le corps de Sacha. Et c'est parce que l'archange Gabriel était déjà tombé sur Terre et qu'il restait encore de son télesma dans Sacha que Fiamma a pu réinvoquer Misha sans problème. Même si techniquement Toya n'a pas causé la 3ème guerre mondiale parce que Fiamma l'aurait sûrement déclaré dans tous les cas. Pour rappel, la distorsion dans les lois du monde existait déjà, mais le fait d'invoquer l'ange Gabriel était là pour régler le problème. Fiamma aurait sûrement trouvé un autre moyen de régler la chose, mais ça aurait été clairement beaucoup plus difficile. Le fait que Toya ait fait ça a littéralement facilité son travail. Peut-être même que ça aurait pris d'autres années de préparation avant que ça arrive. Donc, oui, Toya a participé au moins à l'avancement de la 3ème guerre mondiale. Eh ben, il en aura fait des choses, hein. Idol Accelerator est un spin-off où Accelerator est littéralement une idol japonaise. C'est certes n'importe quoi dans l'idée, mais certains considèrent ça comme une meilleure adaptation de Accelerator que le manga Accelerator lui-même. Et pour la blague, dans certaines scientifiques Raygun Astral Buddy, Misaki va créer une fausse rumeur comme quoi certains niveaux 5 auraient, disons, été des idols. C'est juste une rumeur, certes, mais d'un point de vue fiction dans la fiction, c'est réel. Donc c'est en quelque sorte canon. Pas purement, mais en tout cas, les gens dans l'univers de Toharu sont capables de penser
penser que Accelerator est une idole. Et même dans NT15, Salomé en parlera justement à Accelerator du fait de chanter à travers le Japon. Donc en soi, c'est juste un running gag de l'univers, mais c'est vraiment super marrant d'imaginer que ce soit canon que Accelerator soit une idole. Et on en termine là pour les eaux profondes. Maintenant c'est fini, il n'y a même plus un bout de glace. On a commencé à tomber, on va continuer. Descendons dans la 7ème sphère, les dessous de l'iceberg, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Plusieurs fois, Evan Counselor nous a été montré avec un très grand savoir, et on pourrait même se demander si en fait il faisait pas partie de l'ordre rosicrusien. Rien de plus, juste une idée qui émerge et qui nous laisse encore le doute sur la réelle identité de Evan Counselor, parce qu'il semble savoir beaucoup de choses. Si on se focus sur l'anime Reigen, il y a beaucoup de choses qui sont non canon et incohérentes. Entre des technologies qui n'existent pas et des personnages qui semblent ne pas avoir réellement la même personnalité, certains se demandent si en fait Reigen ne se passe pas simplement dans une autre phase. C'est un peu l'explication facile pour justifier les possibles incohérences, mais en vrai c'est surtout un mème pour parler du fait que l'anime va assez loin dans le délire. Et étant donné qu'on connaît la dispute qu'il y a entre les fans hardcore de Reigen et les fans hardcore de Index, si leur point de justification c'est de dire que tout se déroule dans une autre phase, bah pourquoi pas, écoutez. Même si en réalité ça n'a pas vraiment de sens. Pareil, encore un mème en réalité et rien de plus à dire. Et en réalité ça n'aurait aucun, mais vraiment aucun sens que les jeux soient canons. Ah, JS06. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne qui fait des traductions pour Kamachi. Pas officiellement, en tout cas. C'est une personne qui traduit super, mais vraiment super vite, et avec un degré de traduction qui est quasi excellent. C'est littéralement la meilleure traduction possible. C'est toujours celle que j'utilise quand je fais des vidéos. Entre sa capacité à retransmettre hyper fidèlement l'univers de Kamachi, et surtout le fait qu'on n'a aucune information de qui c'est, exactement comme Kamachi, c'est juste hyper marrant d'imaginer que Kamachi écrirait son roman à la fois en japonais et en anglais, et lui publierait en parallèle en fait. Si c'est le cas, on voit qui est le vrai mastermind, hein. Pensez à la perspective. Et si en fait Otinous savait exactement pour Will? Otinous est capable de manipuler les phases dans son entièreté. La vie et la mort sont des concepts aussi malléables qu'une feuille de papier pour elle. Comment un être divin, un être pareil, pourrait ne pas savoir pour l'existence de Will? Certes, Will est un cas un peu à part. Mais et si en fait Otinous savait très bien que Will était présente et voulait simplement laisser une chance à Thomas? Voir comment il allait réagir, lui redonner de l'espoir. Peut-être qu'en réalité Otinous avait tout prévu, mais pas dans un mauvais sens. Peut-être qu'elle cherchait un dernier espoir et qu'elle voulait tester Thomas. Oui, alors comme je l'ai dit, on ne sait absolument rien de l'identité de Kamachi. Ça m'est déjà arrivé par le passé de montrer une photo potentielle de lui, mais en fait ce n'était même pas lui, c'était l'éditeur. Mais on ne sait rien, ni qui il est, ni son âge, ni à quoi il ressemble, rien du tout. En soi, c'est un truc assez courant chez les écrivains et les mangaka au Japon. L'anonymat est quelque chose d'extrêmement précieux parce que les menaces de mort vont assez vite concernant les fans. Avoir son anonymat est réellement une bonne chose dans l'industrie japonaise. Mais c'est troublant qu'une personne qui écrit autant investie dans ses œuvres, ne laisse littéralement aucune trace de lui sur internet. Une crack théorie un peu nulle mais intéressante qui nous dit que Full Tuning, le premier clone de Mikoto dont on n'a aucune information et qui nous est dévoilé en tant que, je cite, foreshadowing, hein c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué, serait en fait Mikoto, la vraie Mikoto, ayant été remplacée par le clone en fait. En vrai ça se base sur rien du tout. C'est juste une réflexion intéressante sur le fait que Full Tuning serait un clone entièrement réussi, avec des émotions et qui n'est pas connecté au réseau. Un clone de potentiellement niveau 5 qui a entièrement disparu. La Misaka 00000. Qui sait, peut-être qu'en réalité ce n'est pas Mikoto que nous suivons, mais son clone secret. Ah, même à dire ça rend débile. Mais c'est quand même marrant. Dans le jeu vidéo Certain Magical Index Struggle Battle, le protagoniste est un personnage qui n'est pas dans l'histoire originale. C'est un ESPR d'un niveau inconnu que vous incarnez et qui possède un pouvoir nommé Imagine Shadow, un pouvoir permettant de copier les pouvoirs des personnes que l'utilisateur a combattues. Et ce, peu importe le pouvoir de l'adversaire. Et ouais, même la magie, donc que ce soit le Reigen de Mikoto ou la Flame Sword de Steel Magnus, tout est reproductible. Évidemment, ce n'est pas canon, hein, et même si on pourrait théoriser sur le comment du pourquoi un pouvoir de Esper permet de copier même de la magie, Imagine Shadow est quelque chose que très peu de personnes de la communauté de Toaru connaissent, et maintenant, vous faites partie de ces personnes.
Et si Terra était un Rosicrusien? Terra sait énormément de choses. Je veux dire, il a passé littéralement tout son temps à étudier la Bible. Mais il semblerait que Terra sache quelque chose sur Imagine Breaker. En réalité, sur sa vraie forme, sa vraie puissance. Et peut-être même au-delà. C'est un personnage qui est mort beaucoup trop tôt et qui nous a laissé avec plein de mystères sur ses connaissances. Et même si je ne pense pas qu'il puisse être un Rosicrusien parce qu'il semble pas avoir le mindset d'un chrétien uniquement, je veux dire, les Rosicrusiens sont très formels dans leurs croyances, qui ne semble pas être du tout le cas de Terra. Il est vrai qu'il semblait avoir beaucoup de connaissances et... qui sait? Je me demande vraiment ce qu'il savait sur Imagine Breaker. Sombre. Encore plus sombre, mais toujours plus sombre. L'obscurité continue de croître. Les ombres s'approfondissent. Le prochain étage semble très intéressant. Qu'est-ce que vous allez penser du fond? Les jeux Touhou ont connu bien des crossovers et des fangames. Et parmi tout ça, il existe ceci. Refantasmagoria de l'Imagine Breaker. C'est un jeu fait avec Touhou Danmakufu, un programme permettant de faire facilement des jeux du style de Touhou Project, utilisant le langage de programmation en C, et développé par un certain Gore. Il n'y a rien de plus à dire, mais si un jour vous avez rêvé de pouvoir vaincre Index en tant que boss de Touhou, eh bien maintenant c'est chose faite. Alors à vos boules d'énergie et préparez-vous à esquiver. Il y a une forme de dualité entre le Thomas intérieur et le Thomas extérieur. En fait, Thomas semble être en quelque sorte divisé en deux, entre son nouveau lui et son ancien lui. Thomas, depuis qu'il a perdu la mémoire, essaye de jouer le rôle de Thomas, entre guillemets. Il essaye d'incarner le mieux qu'il peut la personne qu'il était avant, et surtout de pouvoir aider son entourage au maximum. Mais tout ça atteindra son point de culmination dans NT22, où Thomas va entre guillemets littéralement se scinder en deux, entre lui et Kamijo no Thomas, qui est, semblerait-il, son pouvoir qui est privé grâce à un souhait. Lui volant Imagine Breaker et à peu près son identité en fait. Je vais pas vous raconter tout NT22R, mais l'opposition entre le Thomas interne et le Thomas externe est très intéressante, d'autant plus que le Kamijo no Thomas a littéralement la mémoire de l'ancien. Avec Thomas en tant que thèse, Kamijo no Thomas en tant qu'antithèse, s'affrontant lui-même pour devenir le meilleur de ce qu'il est, donc la synthèse. C'est un peu le même principe qu'entre Anakin et Dark Vador, vous voyez le genre. J'aimerais bien savoir si on va le revoir et surtout avoir plus d'explications sur ce qu'est réellement le Kamijo no Thomas. Comme on le sait, grâce à l'archétype contrôleur, Alistair a pu réunir les Kiara, ce fameux clan de scientifiques fous, dans la cité académique. Et grâce à la cité académique, il peut les maintenir dedans. Mais je vous rappelle que les Kiara sont nés de 7 personnes qui d'un seul coup sont entre guillemets devenus tous fous, devenant des scientifiques tarés prêts à tout pour leurs expériences. Le fait que ce soit venu de nulle part, comme si c'était une sorte de sort qui leur était lancé, si Alistair est capable d'utiliser l'archétype contrôleur pour garder le contrôle sur les Kiara, est-ce qu'il ne pourrait pas les créer en fait? En modifiant leur perspective de qu'est-ce qu'un bon scientifique, il pourrait effectivement créer des Kiara, non? Archétype contrôleur permettant littéralement de manipuler les archétypes, il suffit qu'il induise qu'être un scientifique fou soit une bonne chose ou quelque chose de plutôt normal pour que cela marche. Même si archétype contrôleur est censé marcher sur l'humanité en général et pas que sur des personnes précises. Mais qui sait, peut-être qu'il a mis des sets particuliers pour que ce soit comme ça. Après tout, on parle d'Alistair. Et pour rester sur archétype contrôleur, effectivement, c'est étrange. Plusieurs personnages de la cité académique ont été en contact avec de la magie et pourtant restent complètement ignorants de ce que c'est. Si grâce à Archétype Contrôleur, Alistair a pu modifier la perception de ce qu'est la magie et de ce qu'est la science, peut-être peut-il faire en sorte que les ESPR voient la magie comme quelque chose d'inexistant, une forme de pouvoir de ESPR altéré. Après tout, quand ils sont face à de la magie, ils ne sont pas plus choqués que ça, voyant ça comme simplement une autre forme de pouvoir venue d'ailleurs, mais sans se poser plus de questions. En tout cas, c'est vraiment étrange. Encore une fois, parmi tous les spin-offs qu'il y a eu de Index et les crossovers, il y a Index versus Durarara. Donc c'est un vrai crossover qui n'est évidemment pas canon, mais qui, d'après ceux qui l'ont lu, est assez incroyable. On a des combats comme Thomas versus Izuo, Celtic contre Accelerator, ou encore Isaiah qui essaye de savoir qui Aogami est réellement. Ouais, visiblement, même lui il est perturbé par Aogami. L'histoire semblerait prendre place après NT10, et je vous laisse avec un lien dans la description pour aller lire ça si ça vous intéresse. Parce que visiblement, ça a l'air plutôt marrant. L'éditeur de Reigen est quelqu'un qui aime beaucoup parler en fait. C'est pas au point d'être un Peter Moulineux, mais disons qu'il a son propre avis sur ce qu'est la licence, et qu'il aime bien parler sur ce que lui et son équipe ont déjà pensé à faire. Et dans tout ça, un jour il a été potentiellement planifié de faire un spin-off sur Imegami et Sacha en tant que Magical Girl, dû au fait qu'elles ont toutes les deux déjà porté le cosplay de Magical Powered Kanamine. Vous savez, ce truc là que Index elle aime bien regarder. Donc dans une autre timeline, on aurait eu un spin-off sur Imegami, et franchement, moi j'aurais dit oui, hein. Alors là, vous allez péter un câble, mais il se pourrait que Oreimo, donc vous savez,
ça là, le fameux Ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne, qui est un light novel incestueux, mais c'est pas la question, et la première œuvre avec laquelle Toharu a fait un crossover. Et même si les crossovers ne sont pas canons, pour absolument aucune raison, Kirino, donc le personnage féminin principal de Oreimo, apparaît dans les jeux PSP Index. Voilà, comme quelque chose de totalement normal, Et étant donné que leur monde ne pose aucun problème avec celui de Toharu, même si effectivement il n'y a pas de raison de considérer ça comme canon, il n'y a aucun problème à ce que ça puisse être canon. Donc il se pourrait que Oreimo se passe dans l'univers de Toharu, et... pourquoi pas? On est si bas dans l'iceberg. On est déjà au 9e étage, les abysses. L'endroit dont on ne revient jamais. Car une fois que vous aurez entendu certaines des théories qui s'y trouvent, vous n'allez pas en revenir. Allez, entrons dans les abysses. L'Ars Magna est un pouvoir vraiment délirant. Il rend réel les pensées et souhaits de la personne qui le manipule. Areolus Izard a littéralement acquis le summum de l'alchimie. Il a ce qu'on pourrait dire masteriser l'alchimie. Et pour devenir un Magic God, c'est la première étape justement, masteriser une magie en particulier. S'il comprenait le principe de ce qu'est un Magic God, il pourrait grâce à ses connaissances en devenir un sans aucun problème. Et bien que l'on ne connaisse pas exactement comment on devient Magic God, on sait juste que ça implique un sacrifice pour renaître entre guillemets en tant que dieu, avec l'Ars Magna tout serait réellement possible. Et en améliorant juste un peu la réplique du chant grégorien, l'idée que Areolus pourrait devenir un Magic God est très intéressante. Même si bon, actuellement, il aurait du mal, disons. La chance de Amazura est absurde. Le gars survit à n'importe quelle épreuve. S'il y a quelqu'un qu'il faut pointer avec du plot armor, ce n'est pas du tout Thomas, hein. Non, ce serait vraiment Amazura. Il a ce qu'on appelle scientifiquement une chance d'enculé. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça va entraîner une réaction en chaîne qui va faire que peu importe ce qui se passe, il survivra. Et donc, un mème en est forcément ressorti, le fait que Amazura est en réalité un level 6, qu'en fait son pouvoir de Esper, c'est la chance, même si ça n'a aucun putain de sens d'un point de vue de pouvoir de Esper, et que juste, c'est l'homme le plus chanceux du monde en fait. Le nombre de fois qu'il a croisé des niveaux 5 entre Mugino et Accelerator et qu'il en est ressorti indemne. En plus, c'est l'un des seuls gars qui a une copine dans Toharu. Une copine Amazu Goat. Non, franchement, ce mec, c'est juste le plus verni de tout l'univers. Durant le Crowley Hazard, le moment où il y a 2 milliards de versions d'Alistair qui déferlent sur le Commonwealth, on voit qu'il y a des Alistair de n'importe quel type. Tous des what if de ce qu'aurait pu être Alistair. Mais vraiment de n'importe quoi, hein. On est un alien, un enfant, un saint, un pêcheur, peu importe. Il y a un Alistair de chaque chose. Donc, quelque part, parmi les 2 milliards de possibilités, il y a Alistair Cornichon. D'un point de vue purement statistique, s'il y a Alistair Clown Géant, il y a Alistair Cornichon. Et ça fait plaisir à savoir. Ouf, alors ça c'est une grosse théorie. Non, je ne vais pas l'expliquer maintenant, je suis désolé, c'est quelque chose de beaucoup trop grand, que si je dois expliquer, ce sera dans une vidéo qui lui sera à part. Mais les parallèles qu'il y a entre KNT, donc le Kamijo no Toma, et la pierre philosophale est assez intéressant. Mais le lien entre les dragons, les Rosicruciens, la pierre philosophale, Aleister Crowley et surtout le titre de celui qui purifie Dieu et tue les démons, il y a vraiment un lien étrange entre Thomas et la pierre philosophale. À creuser, je dirais. Dans A Certain Magical Index SS Biohacker, on remonte dans le passé avec un Thomas qui n'a pas encore perdu la mémoire. On y découvre le Beginning Child, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. Cet enfant a permis de faire une maquette de comment faire le Power Curriculum Programme, donc c'était probablement une gemstone en fait. C'est grâce à elle et l'étude qu'on a fait de son pouvoir que les scientifiques ont réussi à peu près comprendre comment ça marchait, et à commencer à faire des ESPR. Elle a entre guillemets servi de blueprint, puis a ensuite été placée en cryogénie parce que son pouvoir était assez problématique, étant donné qu'elle pouvait refaçonner son environnement à sa guise. Biohacker est vraiment un spin-off très intéressant, je vous conseille d'aller le lire. Ah là, on va commencer à rentrer dans les crack théories encore une fois. Mais, et si Kamashi c'était une machine? On ne sait rien de lui, il passe tout son temps à écrire encore et encore. C'est un mème assez courant dans la communauté, mais Kamashi est tellement à fond dans l'écriture et il a tellement peu de vie personnelle on dirait, qu'il agit littéralement comme une machine. Ou alors quoi, c'est un esprit de ruche? Est-ce que c'est juste un groupe d'individus qui se réunissent et se demandent qu'est-ce qu'on va faire comme arc cette fois-ci? Est-ce que c'est un groupe de marketeurs qui étudie simplement la tendance? Pourquoi il s'appelle Kamachi Kazuma? Kazuma comme dans Konosuba?
Sakiba Tsuyuri est une élève de Toki Wadai. Son pouvoir s'appelle Carbon Search et lui permet de savoir avec précision les isotopes de carbone d'un objet. Ce qui est pratique pour savoir à quel point un objet est vieux ou par exemple savoir si la nourriture est périmée. C'est une membre de la clique de Misaki Shokuo, elle a été introduite dans Reigun SS3. Et dans SS3 justement, Mikoto semble voir quelque chose d'assez intéressant. Enfin intéressant, elle voit littéralement des ailes blanches dans son dos et une auréole sur sa tête. Et il n'y a aucune explication. Le narrateur nous dit que ça pourrait être potentiellement une illusion d'optique, mais la façon dont tout est tourné dans la phrase fait penser que non, elle avait vraiment une auréole et des ailes. Il n'y aura aucune explication sur le sujet, encore une fois on associe les ESPR à ce qui semble être des anges, mais le fait que ça n'aille pas plus loin, juste le fait que d'un seul coup elle ait des ailes blanches et une auréole, puis ensuite plus rien, on a perturbé énormément, et on n'a jamais eu de réponse. Assez frustrant, n'est-il pas ? La théorie qui est, je pense, la plus intéressante de tout l'iceberg, est-ce que Kakine pourrait être un magicien ESPR, sans problème, je veux dire, un hybride parfait? Utiliser de la magie, peu importe pour qui, c'est pas vraiment compliqué, tout ce qu'il faut c'est un peu de respiration pour créer un mana des plus basiques et s'il y a pas de problème. Le truc avec Kakine, c'est qu'une fois que son corps n'était construit que de Dark Matter, il n'avait littéralement plus de corps à détruire entre guillemets. À partir du moment où il restait une partie de Dark Matter, son esprit était dedans. Donc quelque part, même s'il utilisait de la magie, le contre-coup qu'il se mangerait, il s'en ficherait en fait. Et même malgré ça, il pourrait juste le réduire avec la Dark Matter. Et dans le cas de Kakine, en fait, c'est fort probable qu'il puisse. Hélas, on ne le verra sûrement jamais, mais s'il devait y avoir un hybride magicien ESPR, ce serait très probablement lui. Et oui, on arrive à la fin. Cette descente dans l'iceberg de Toharu aura été assez longue, mais nous y sommes. Enfin, il n'y a personne. Il n'y a que des choses qui n'ont aucun sens. C'est le vide. Les romans d'Index ne sont finis qu'à 30%. Pourquoi les gens disent ça? Kamashi avait déclaré vouloir faire en sorte que Index soit le plus long light novel jamais existé. Mais vraiment le plus long possible. Le truc étant qu'il y a un light novel qui s'appelle Gin Saga, qui en est actuellement à son 145e volume. Sachant que Index en a un peu plus de la cinquantaine, on n'est clairement pas arrivé pour être le light novel le plus long au monde. Et même malgré ça, semblerait-il qu'il voulait atteindre au moins les 100 volumes. Alors si c'est toujours d'actualité, si Kamachi veut que ce soit toujours l'un des plus longs light novels du monde, Index a encore de très longs jours devant lui. Le vrai ordre chronologique. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le vrai ordre chronologique? Parce que à la base, évidemment, ce n'est qu'un mème. L'idée de regarder l'œuvre dans un vrai ordre chronologique est assez absurde dans l'idée. Mais posez-vous la question, au-delà de l'animé, et si vous lisiez, que ce soit les romans, les mangas, les jeux vidéo, les dramas audio, l'artbook, tout, et si vous faisiez tout Toharu dans l'ordre chronologique, qu'est-ce que ça donnerait? Eh ben, ça donnerait quelque chose comme ça. Car quelqu'un a décidé de recenser avec exactitude les sorties, le lien en description, voilà l'ultime liste de l'ordre chronologique des sorties de Toharu. Alors si vous êtes vraiment fou, au lieu de simplement tout vous faire dans l'ordre chronologique de l'univers, faites ceci. Et on va voir si vous allez être en vie après. Oui, la liste est encore mise à jour actuellement. Mais si vous tenez à vous faire l'ordre chronologique pur et dur des événements, eh bien vous avez ceci, le calendrier. Ouais, c'est débile, ouais. Mais les histoires de chronologie, ça a tellement fait parler que... bah, vous d'en décidez ce que vous allez en faire. Essayez d'imaginer ce que ça donnerait si chaque partie de tout ce qu'on a eu sur Toharu, peu importe ce que c'est, les parodies, les crossovers, le jeu vidéo, peu importe, imaginez si tout était canon. Ça n'aurait effectivement aucun putain de sens, et ça serait un immense délire. Je veux dire, vous imaginez Idol Accelerator aux côtés de Misaka 50020 qui combattrait Celty, non mais ce serait incroyable. Oui, encore une fois c'est débile, mais c'est quand même plutôt marrant à imaginer. Oh, on est vraiment au fond de l'iceberg. Alors, non, Kamachi n'est pas Alistair. Mais, point intéressant, le premier volume de A Certain Magical Index est littéralement sorti 100 ans exactement après l'écriture du livre de la loi. Pour rappel, le livre de la loi a été écrit en 3 jours par le vrai Alistair Crowley de la vraie vie véritable, après qu'un certain Aiwas, son ange gardien, lui ait dicté de le faire. Mais le point important là-dedans, c'est que, oui, le tome 1 de A Certain Magical Index, le roman, qui a été écrit initialement en 2002, est bien sorti le 10 avril 2004, soit bien exactement 100 ans, jour pour jour, après l'écriture du livre de la loi de Alistair Crowley. C'est clairement fait exprès, c'est clairement voulu. Kamashi savait très bien où il voulait aller avec Alistair Crowley. Et entre ça et toutes les connaissances magiques qu'il a, est-ce que Kamashi ce serait Alistair? Bah non, mais on a le droit de rêver aussi, hein.
Alors, chaque session de lecture serait personnalisée. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vient du mème hyper populaire qui a rendu le principe d'un iceberg connu dans Mario 64, qui est que du coup, chaque jeu est personnalisé. Et imagine un monde où chaque personne a en fait une version différente de Toaro depuis le début. C'est peut-être pour ça aussi que les gens ils s'entendent pas, tu vois. Personne n'est d'accord sur certains événements, on dirait que chacun a lu une œuvre différente, peut-être que chacun a littéralement lu une œuvre différente. Tout comme pour Mario où chacun voyait des différences, peut-être que là tout le monde voit des différences parce qu'on n'a pas lu la même œuvre. Après tout, pourquoi pas? J'ai rien à dire, hein, c'est... non. Mais d'un point de vue purement analytique, si on part du principe que les Rosicruciens sont toujours d'actualité, et que là actuellement il y a une œuvre populaire qui est en train de révéler absolument tous leurs secrets, du comment marche leur ordre, etc., etc., effectivement ils pourraient tenter d'essayer de l'arrêter. Mais... bah... qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? En tout cas, sur ces théories qui n'ont aucun sens que se termine l'iceberg de Toaro. Et parmi tout ça, même s'il y avait très peu de théories sérieuses, eh ben c'était marrant. Parce que ce qui est intéressant quand on plonge profondément dans une œuvre, c'est pas forcément le côté obscur, les théories mystérieuses qu'il pourrait y avoir dessus. Dans une œuvre aussi complète que certaines Magical Index, c'est assez compliqué en fait. L'univers est tellement bien fait que les questionnements que l'on pourrait avoir peuvent être facilement répondus en fait. Avec un lore aussi détaillé, l'univers est tellement plausible qu'on sait les limites de la magie. On sait les limites des personnages, on sait les limites de l'univers, et donc c'est compliqué de faire plus de théories que ça. Donc c'est sûr qu'on a surtout des mèmes, avec une communauté aussi active, hein, que ce soit sur Twitter et surtout sur Reddit, il y a vraiment de quoi faire. Et parfois le Reddit est vraiment super marrant, je vous invite à faire un tour d'ailleurs. Et même si c'est une œuvre qui c'est vrai a une communauté qui est assez particulière, qui aime bien se chamailler, que ce soit avec elle-même ou avec d'autres personnes, personnellement j'adore Toaro, hein, pour moi de toute façon la communauté ne fait pas l'œuvre, hein, ça n'a aucun putain de sens de penser ça. Et clairement on s'amuse bien. En tout cas moi j'adore parler de certaines Magical Index, c'est vraiment quelque chose de fascinant, et même si cet iceberg a mis énormément de temps à sortir, mais vraiment parler de Toaro c'est un plaisir. On remercie les tipeurs du mois précédent, donc merci à Alpha Team, Alphao, Hathor, l'imbécile, Master Geku, Misaki, tout le monde en fait, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo et de continuer à me soutenir avec vos commentaires. Moi sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao!